La datation au carbone 14. Quand on te parle de la fin du dernier âge glaciaire ou de l'époque du néolithique avec l'apparition de l'agriculture ou alors encore de l'âge de bronze, c'est quand même marrant qu'on puisse te dire que ces événements ont eu lieu il y a 20 000 ou 12 000 ou 3 000 ans. C'est pas comme si quelqu'un avait tenu un calendrier précis ou des registres de naissance depuis cette époque-là. Alors comment on fait pour estimer des dates si lointaines dans le passé alors qu'aucun humain n'a pu nous les rapporter? Eh ben, on demande aux fossiles. Et plus précisément, aux isotopes de carbone 14 dans ces fossiles. On va comprendre comment. Première chose à comprendre. Il existe donc différents isotopes du carbone. Le carbone 12 est de loin le plus abondant et le plus stable, mais il existe aussi notamment l'isotope 14 du carbone, qui a donc 2 neutrons de plus que le carbone 12, et qui se sent du coup un peu mal à l'aise. Instable. Du carbone 14, il a tendance à subir une désintégration β- pour devenir de l'azote 14. Mais la beauté du processus, c'est que dans notre atmosphère, continuellement, des neutrons qui proviennent des rayonnements cosmiques provoquent des réactions formant du carbone 14 aussi. Par exemple, un neutron peut réagir avec l'azote 14 pour former du carbone 14 et de l'hydrogène. On parlera davantage de ce type de réaction provoquée plus tard dans ce chapitre. Et ce qui est magnifique, c'est que les vitesses de formation du carbone 14 par les réactions nucléaires que je viens de décrire, et de désintégration de ce carbone 14 par rayonnement bêta, elles sont pratiquement pareilles. Et donc si les vitesses de formation et de destruction du carbone 14 sont pareilles, le stock de carbone 14 dans l'atmosphère, il est constant, grosso modo. Le carbone 14 dans l'atmosphère, lui, il va se lier au dioxygène qu'il rencontre pour former du dioxyde de carbone. Et ce CO2, donc, il peut évidemment être absorbé par la photosynthèse des plantes. Chimiquement, on ne peut pas faire la différence entre les isotopes de carbone 12 ou de carbone 14, donc les végétaux absorbent des proportions de ces isotopes identiques à celles qu'on trouve dans l'atmosphère. Ces molécules organiques contenant donc du carbone peuvent ensuite remonter de la chaîne alimentaire, ce qui veut dire que finalement, les êtres vivants ont des proportions de carbone 14 sur carbone 12 identiques à celles qu'on retrouve dans l'atmosphère. Et cette présence de carbone 14 dans notre organisme, c'est une des raisons pour lesquelles on est tous légèrement radioactifs nous-mêmes. D'ailleurs, cette proportion de carbone radioactif en nous, elle est très faible, On a environ un atome de carbone 14 pour tous les 100 milliards de carbone 12. Mais donc, pensons à la suite. Lorsqu'un vivant meurt, et désolé, il faut être honnête, ça va arriver, il va arrêter de faire de la photosynthèse à ce moment-là, ou il va arrêter d'ingérer de la matière organique, donc il ne va plus absorber de carbone. Et parmi les restes donc, de ce cadavre, le carbone 14 va continuer à se désintégrer radioactivement au cours du temps. Et la demi-vie du carbone 14 étant de 5730 ans, si je trouve un cadavre qui était mort hier, ça me ferait peur, mais je saurais aussi qu'il a une proportion de carbone 14 sur carbone 12 identique à celle de l'atmosphère. Mais si je trouve un cadavre mort il y a 5730 ans, je ne trouverai plus que la moitié de cette proportion carbone 14 sur carbone 12. Et idem, si je trouve seulement un quart de la proportion carbone 14 sur carbone 12 dans le cadavre que celle qui est dans l'atmosphère, je sais que ce cadavre, soyons respectueux d'ailleurs, appelons-le un fossile maintenant, je sais que ce fossile est âgé de 2 demi-vies, c'est-à-dire 11 460 ans, etc. Et c'est donc en comparant les proportions de carbone 14 sur carbone 12 entre les fossiles et l'atmosphère qu'on parvient à dater les fossiles. Et ça, c'est magnifique. Mais il y a 2-3 subtilités que je voudrais qu'on comprenne. J'ai dit un peu avant que le stock de carbone 14 dans l'atmosphère était constant, grosso modo. J'ai dit grosso modo parce que, en pratique, on va devoir tenir compte de certaines perturbations des stocks de carbone 12 et 14 dans l'atmosphère. Notamment dues à la combustion de carburants fossiles. Ces fossiles étant très vieux, on ne retrouve plus de carbone 14 dedans. Donc, en émettant du CO2 par la combustion de gaz ou de pétrole ou de charbon, en fait, on augmente la proportion de carbone 12 sur carbone 14 dans l'atmosphère. Ou encore les essais nucléaires durant la deuxième moitié du XXe siècle
Ces explosions ont fait augmenter des stocks de carbone 14 dans l'atmosphère. Et d'autres phénomènes qui complexifient un peu le calcul s'ajoutent aussi. Mais finalement, comme on travaille avec des quantités très très faibles de carbone 14, l'estimation devient de moins en moins précise quand on remonte plus loin dans le passé. On utilise le carbone 14 pour dater des objets jusqu'à 70 000 ans environ. Pour ce qui est plus ancien, on doit utiliser d'autres chaînes de désintégration, d'autres isotopes, qui ont des demi-vies beaucoup plus longues. Généralement, on étudie les proportions relatives de différentes paires de noyaux, qui permettent alors de remonter le temps bien plus loin. Et c'est notamment en analysant la composition en différents isotopes dans les météorites tombés sur Terre qu'on a pu estimer l'âge du système solaire et l'âge de notre planète à environ 4,5 milliards d'années. La radioactivité nous donne une échelle de temps.